tradition, chaque président de la République, quand il arrive à l'Élysée, promet la même chose, rompre avec la France-Afrique. Emmanuel Macron a fait de même. Écoutons-le dans son discours à Ouagadougou. Je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Voilà. Antoine Glaser. Grandement faux. Il n'y a plus de politique africaine de la France. Grandement faux. Emmanuel Macron est un menteur. Le roi Jupiter, Macron, un grand menteur. Ça continue. La mascarade des pillages, la mascarade des détournements de fonds. Il faut piller l'Afrique. L'Afrique ne doit pas s'en sortir, car les ancêtres hier des Gaulois sont allés chercher nos parents en Afrique. Ils les ont enchaînés, ils ont mis dans des bateaux comme des étagères et ils les ont amenés. Ils ont vendu nos parents en Europe, aux États-Unis, comme des bétails. Et on ose faire croire que tout cela a été fini. Grandement faux. Grandement faux. On joue impérativement avec le peuple noir. Et ça marche. Hein? Ils aiment bien cela. Hein? On va continuer à suivre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, vous êtes le fondateur de la Lettre du continent et votre dernier livre, Arrogant comme un Français en Afrique, est sorti en 2016 chez Fayard. Alors Antoine Glaser, décidément ce matin, est-ce qu'Emmanuel Macron a plus de chances de réaliser cette promesse qui est faite par tous les présidents que ses prédécesseurs, notamment Nicolas Sarkozy et François Hollande? En fait, Emmanuel Macron, il arrive à un moment où les rapports sont inversés. C'est vrai que c'est assez facile de dire, il ne prononce jamais le mot France-Afrique. Hein. Il dit toujours, il n'y a plus de politique africaine de la France en Afrique. Il veut dire par là qu'il y a une politique de la France à l'égard de l'Afrique, comme il y a une politique de la France à l'égard des États-Unis ou de l'Arabie Saoudite ou autre. Mais c'est une façon, il arrive dans un moment où la France a perdu de l'influence en Afrique, quelque part, même si l'Afrique s'est totalement mondialisée, donc c'est assez facile pour lui maintenant d'arriver en disant, lui c'est l'enfant qui vient de naître, il arrive comme de la planète Mars, il balance l'héritage du passé en disant, voilà, moi je suis pas comptable de tout l'héritage de cette France-Afrique qui était une période historique très particulière, hein, de 1960 aux indépendances à la chute du mur de Berlin en 89-90. C'est vrai qu'il y avait un système intégré, politique, militaire, financier, qu'on appelle la France-Afrique. C'est vrai on a vécu une sorte d'anachronisme historique, comme si la France pouvait encore tout faire, comme ça a été encore chez elle en Afrique. Donc on voit que c'est assez facile pour lui, pour la première fois, un président français qui va voir une jeunesse africaine qui va au-devant des sociétés civiles africaines, il essaye de jouer son Barack Obama à la française. Et puis c'est vrai que les autres chefs d'État, les présidents français précédents, eux ils étaient plus scotchés avec les présidents africains. Mais enfin, pour l'instant, c'est du discours. Maintenant, il y a l'intendance. Est-ce que l'intendance dans les relations entre la France et l'Afrique, dans l'état d'esprit, dans la sécurité, ont fondamentalement changé? Maintenant, c'est ça qu'on va voir. Mais depuis le temps, le nombre de fois où on essaye d'abattre cette France-Afrique, en fait, qu'est-ce qu'il en restait aujourd'hui? Il en reste que, encore une fois, si on ne comprend pas que la France-Afrique, de ce qu'était l'État, c'est quand même quelque chose d'assez particulier de la guerre froide, où la France contrôlait des pays comme la Côte d'Ivoire avec 60% de part de marché, parce que finalement les Occidents laissaient la France, au nom de la lutte contre les Soviétiques, de la guerre froide, laissaient la France faire son business à 100%, avec c'était très politique et business fonctionnaient ensemble. Ça c'était l'État, la France-Afrique avec l'État. Maintenant, bien évidemment qu'on n'est plus dans la France-Afrique d'État, on est dans des réseaux privés, et très souvent des réseaux privés, on est souvent plus dans l'Afrique à France, ça veut dire des chefs d'État
africains qui instrumentalisent ici, qui ont des réseaux d'influence et qui gardent des positions, qui se maintiennent au pouvoir à travers, il y a des milliers de fonctionnaires français, en particulier dans le milieu de la sécurité, qui sont passés en secteur privé, donc type se paye des boîtes d'intelligence économiques ou autres. Donc il y a la France-Afrique, à mon avis, c'est privatisé. On était dans une France-Afrique d'État, maintenant on est dans une Afrique-France ou une France-Afrique privée. Mais dire qu'il n'y a plus de relations particulières ou incestueuses entre la France et l'Afrique, ça n'existe pas. Il y a la France-Afrique et maintenant il y a aussi la Chine-Afrique, c'est-à-dire que c'est la Chine, l'Inde aussi, la Turquie, petit à petit prennent la place au niveau économique. Mais vous avez complètement raison, et en plus on parle toujours de la Chine, du Brésil, de l'Inde. D'abord on oublie que même les partenaires européens de la France, comme l'Allemagne, vous allez à Abidjan, qui est le village gaulois, il y a le monde entier au petit déjeuner, même dans un groupe français comme Novotel. Et la Chine, alors là la Chine, c'est passé, on n'en parle pas à Paris, mais enfin en France, dans nos actualités. Mais c'est incroyable de voir Ismaël Omar Guelleh, qui est le président de Djibouti, qui était vraiment, Djibouti c'était vraiment la base française, c'était vraiment le port français sur le continent africain avec une base militaire très importante. Ismaël Omar Guelleh, le président djiboutien, a été chez Xi Jinping, le président chinois, le 22-23 novembre, et ils ont signé, c'est passé inaperçu, un accord global de coopération économique, militaire, exactement comme la France signait ça dans les années de la guerre froide. D'accord. Alors comment Emmanuel Macron peut-il faire pour passer du discours aux faits, parce que ses prédécesseurs, eux aussi, en fait, se sont heurtés à la force et à la puissance de la réalité. Et cette réalité, c'est notamment les relations militaires et de sécurité qui continuent d'unir les anciennes colonies françaises à la France, absolument, notamment dans la lutte antiterroriste. Oui, tout à fait. Ça va disparaître ou pas? Non, ça veut dire, je pense d'ailleurs que cette présence de l'armée française sert un peu de cache-misère à une présence française globalement en déshérence. Mais c'est vrai, ce truc sécurité, pendant que la France assure la sécurité, ses partenaires font du business, il ne faut pas se leurrer. Et finalement, Macron a beau appeler l'Europe à se mobiliser sur le plan de la sécurité en Afrique, c'est pas arrivé, et ça risque pas de changer, même si on sent une volonté de désengagement chez Emmanuel Macron qui prend la mesure que la France n'a plus du tout les moyens. Donc on voit bien, mais maintenant la France commence à faire ce qu'elle aurait dû faire il y a 50 ans, c'est-à-dire elle va créer une école de formation de cybersécurité régionale au Sénégal. Là ils ont annoncé hier ou avant-hier qu'il va y avoir aussi une école de formation de la sécurité, il y a de police ou autre à Abidjan. Donc on sent bien que voilà, il y a une volonté de relais. On voit qu'il a une volonté aussi de faire monter le G5 Sahel, mais tout ça, les armées africaines pour lutter contre les terroristes dans le Sahel. Mais on voit que tout ça, ça se fait pas en un jour. Et ce qu'il y a un truc qui est totalement passé inaperçu, c'est que quand il s'adresse à la jeunesse africaine, il s'adresse aussi aux diasporas africaines ici. Les binationaux, en fait, vont pouvoir investir dans leur pays d'origine. Et je pense que c'est ça qui est vraiment nouveau par rapport à ses prédécesseurs. Il a compris que, même sur le plan électoral en France, il a compris cette sorte d'écho des savanes à l'envers. Ça veut dire, il sait que, pas simplement au Burkina Faso, mais à Abidjan, il n'y a plus actuellement que 17 000 Français à Abidjan. La plus grosse communauté française encore en Afrique subsaharienne, c'est le Sénégal. Il n'y a que 20 000 Français encore au Sénégal et encore des binationaux. Par contre, vous avez 300, 400 000 Ivoiriens en France. Vous avez peut-être 400 ou 500 000 Maliens. Et en plus, souvent, ce sont des gens qui sont des anciens opposants. Les Ivoiriens en France, il y a beaucoup de gens pro-Gbagbo et qui critiquent le fait que la France l'armée française soit intervenue pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Donc vous voyez, sans en avoir l'air, en parlant à la jeunesse africaine, il parle beaucoup aux diasporas ici, et on a l'impression que la France est en train relation entre France et Afrique, maintenant ça ne concerne plus que le Sahel, et que lutter contre le terrorisme dans le Sahel, c'est comme lutter contre le terrorisme en France. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mélange. Il recrée une France-Afrique ou une Afrique à France entre le Sahel, l'Afrique du Nord et la France. Alors, d'autres avant Emmanuel Macron ont été traités de paternalistes. Emmanuel Macron, sur les réseaux sociaux, se fait traiter de raciste par certains milieux. Comment un président peut-il parler aux Africains? Est-ce que finalement on peut trouver
un discours, parce que en fait les propos d'Emmanuel Macron, enfin plutôt son attitude, n'a l'air d'avoir choqué personne en Afrique. Il n'y a qu'en France, sur certains réseaux sociaux, qu'on lui jette ainsi la pierre. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut parler normalement aux Africains aujourd'hui quand on est un président français? C'est très passif. Il y a un passif qui est important. Et c'est vrai que tant que les Africains, alors ça commence, on parle toujours bien sûr ici des footballeurs, des chanteurs, il y a aussi maintenant des magnifiques expositions d'art contemporain africain, ou récemment au Carreau du Temple et autres. Et ça, tant que les Africains ne sont pas vraiment valorisés en France d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il vaut mieux ne rien dire. Je veux dire, président africain, là, il prend des risques, il va devant la jeunesse africaine, il veut montrer que lui, maintenant, il est proche, il est jeune, donc au titre de la jeunesse générationnelle, lui seul peut parler aux Africains, il balaye tout le reste, sauf que, voilà, il est chef de l'État français, et s'il commence à mobiliser tous les Africains en disant faites votre révolution, franchement, son discours, c'était vous, c'est vous. C'est presque un appel à la révolution dans les autres pays, en particulier l'Afrique centrale, où avec des autocrates qui sont restés 30 ans au pouvoir. Donc c'est vraiment vous, c'est vous, nous, c'est nous, débrouillez-vous, faites votre révolution. Vous voulez plus du franc CFA? Moi, demandez à vos dirigeants. Moi, je suis prêt à revoir le périmètre, à abandonner le nom, etc. Donc, il ajoute comme s'il s'était rien avant lui. D'abord, c'est extrêmement difficile quand il y a quand même des militaires sur le terrain. Et ça crée une incompréhension. C'est-à-dire, on a l'impression que est-ce qu'il est président de cette armée qui est sur le terrain, avec les objectifs, etc. Dit qu'il va aller en Libye avec une force pour aller sauver les Africains qui sont victimes des esclaves, et puis après le lendemain en apprenant finalement ça sera plutôt la police ou autre, va pas recommencer l'erreur de 2011 avec un débarquement de militaires français en Libye. Donc on reste quand même dans un discours qui est relativement décalé d'une réalité d'intendance. Quant au ton, c'est vrai que Macron, c'est dit Macron, moi ça m'a fait rigoler parce que dans les petits, c'est dans les rencontres off de l'Élysée que font les conseillers du président aux journalistes, on annonçait qu'il allait aborder l'Afrique avec une grande humilité. Franchement, il peut pas s'empêcher, même si effectivement, quand on connaît l'Afrique, on sait bien ce que c'est. Nicolas Sarkozy à l'hôtel Gaway, quand il était allé au Niger, il y avait aussi une climatisation qui était tombée, tout mal regardé. Bon voilà, c'est les impondérables. Donc là, c'est vrai que toute l'histoire du climatiseur avec Roch Kaboré, à un moment donné, il y a un climatiseur qui a pété, qui a pris feu, donc Roch Kaboré était parti se laver les mains, il dit voilà, c'est à lui de s'occuper de la clim. Donc il y a une volonté de discussion, mais encore une fois, ça va être difficilement compréhensible en Afrique parce qu'on est vraiment dans un entre-deux avec, je ne crois pas qu'il ait réussi au cours de ce voyage à lever les ambiguïtés et tous les types de relations difficiles. Dernière question, Antoine Glaser. Emmanuel Macron parle des crimes de la colonisation. Est-ce que c'est le mot juste aujourd'hui? Les crimes contre la colonisation, il a été assez prudent pour ajouter derrière que il avait beaucoup lu André Gide et Albert Londres. Donc crime contre la colonisation, c'est vrai que pour lui, c'est l'idée. André Gide, c'est raconter comment il y a eu des dizaines de milliers de morts pour la construction du chemin de fer Congo-Océan. Mais il a fait aussi du Macron. Rappelez-vous, il a dit en même temps, voilà, il y a des choses qui ont été faites au niveau de la santé, il n'a pas dit les métiers militaires, mais il y a toute une coopération. Ce qui est vrai, ce qui est la réalité, c'est que c'est vrai que la Somme, pour des questions historiques, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, pour des raisons historiques, est resté, à un moment donné, c'est substitué aux Africains, c'est-à-dire substitué aux armées africaines, parce qu'il y avait un deal avec les chefs d'État africains, donnez-nous vos matières premières stratégiques, en particulier le pétrole et l'uranium, on vous garantit votre sécurité. Donc il y a eu un deal, il y avait quand même 50 000 Français à Abidjan, le ministère du Plan avait été surnommé par les Ivoiriens le ministère du Blanc, c'est-à-dire les Français à tous les étages, il y a une substitution maintenant qui fait que les Africains attendent de voir qu'est-ce qui va arriver de Paris, mais franchement, l'Afrique est totalement mondialisée maintenant, il n'y a plus moins en moins l'esprit de Tour Eiffel dans les jeunes générations, tout ça bouge et ça va bouger, même quelques discours de Macron, soit-il. Merci beaucoup Antoine Glaser.
Voilà. C'est beau, hein? La France-Afrique. Elle a détruit immensement notre continent qu'est l'Afrique. Pillage immensement de nos richesses. La France-Afrique. Mais est-ce que cette France-Afrique, elle rend immensement beaucoup de bonnes choses à l'Afrique? Non. Elle détruit. Elle détruit immensement. Et il faut vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ce cinéma d'une grande mascarade. Oui, il faut chercher à savoir. Mais avant tout, nous allons passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, nous allons d'abord nous intéresser à quelque chose de très important. Très important. Pourquoi notre Afrique ne décolle pas? Il faut vraiment chercher à savoir pourquoi. Mais très facile. Nous allons